Et pour commenter cette semaine politique en France et pour voir quels seront les dossiers chauds des jours à venir, avec nous Benjamin Borel. Bonjour Benjamin Borel, maître de conférence à l'université Assas Paris 2. Alors on va tout d'abord revenir sur ce qui fait l'actualité de cette semaine, une semaine marquée par le gouvernement au chevet du secteur hospitalier français, un secteur en crise. Emmanuel Macron a d'ailleurs présenté ses vœux aux soignants et annoncé plusieurs mesures. Alors avant d'en parler ensemble, Benjamin, je vous propose de voir ce sujet de nos confrères de France 2. Un signe que la crise du monde de la santé est profonde. Emmanuel Macron présente ses vœux pour la première fois au personnel hospitalier et libéraux. Le diagnostic est posé. Je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé. Et le sentiment, au fond, de passer d'une crise à l'autre, de ne jamais sortir, en quelque sorte, de ce jour de crise sans fin. Premier objectif, gagner du temps de soins. C'est l'une des principales demandes des médecins, avoir moins de charges administratives. 6 000 assistants médicaux seront recrutés d'ici fin 2024. Davantage d'infirmiers seront aussi formés. Une bonne nouvelle pour ce médecin généraliste qui travaille depuis le 15 septembre dernier avec une assistante médicale. Donc c'est des pertes de paiement. Heureusement que Noémie Sautin, assistante médicale, est là parce que c'est elle qui permet de régler la totalité des dossiers qui sont jamais réglés. C'est-à-dire tenter de récupérer un certain nombre de règlements qui ne se font pas pour des défauts administratifs dont on n'a pas la moindre idée. Les médecins généralistes seront mieux rémunérés. Leurs gardes seront revalorisés. Par ailleurs, 600 000 malades chroniques sans médecin traitant s'en verront proposer un d'ici la fin de l'année. Autre objectif, revoir l'organisation du temps de travail en s'attaquant aux 35 heures. Une annonce incompréhensible pour le personnel hospitalier. Écoutez, on annonce que les 35 heures, ça va être terminé. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Moins de jours de congé, une revalorisation salariale massive, tout en disant il n'y aura pas plus de moyens, on ne sait pas. Donc là, on est certains sous le choc, d'autres déjà en colère. La tarification à l'acte dans les hôpitaux publics et privés est supprimée au profit d'une tarification basée sur des objectifs. D'ici le mois de juin, une partie de ces mesures devrait être mise en place. Benjamin Borel, sur ce dossier, Emmanuel Macron a voulu prendre la main, clairement. Oui, clairement, parce qu'aujourd'hui, vous avez en effet une situation extrêmement compliquée, pas seulement à l'hôpital. On a également vu la grève des médecins généralistes, des médecins libéraux. Et donc, ce faisant, aujourd'hui, vous avez une situation qui relève de la cocotte minute au lendemain d'une crise Covid et sans même que celle-ci soit tout à fait terminée. Donc là, on voit que ce sont des annonces, mais qui ont deux limites en réalité. Vous avez en effet un certain nombre de mesures qui ont été mal comprises. Vous avez notamment dans votre reportage évoqué cette question des 35 heures. Qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. La plupart des personnels hospitaliers ne font pas 35 heures, mais qu'est-ce qu'on attend de nouveau ? De l'autre côté, eh bien, vous avez des annonces qui ont déjà été faites depuis longtemps. Par exemple, la tarification à l'acte a déjà été annoncée comme abolie, devant être abolie plusieurs fois. Chaque fois, il n'y a pas réellement de choses qui ont suivi derrière. Donc là, on voit qu'on a un Emmanuel Macron qui est arrivé dans ce discours en faisant un peu plus profil bas, qui a dit grosso modo qu'il y aurait des clauses de revoyure jusqu'à ce que quelque chose émerge. Mais évidemment, au vu de la situation, on peut comprendre la forme de scepticisme du monde de la santé. Les mots du chef de l'État sont précis. Il souhaite sortir de ce jour de crise sans fin. C'est vraiment les mots qu'il a prononcés ce jour-là. Je vous propose de l'écouter. Je sais à peu près ce que nous souhaitons tous. Pouvoir répondre à l'inquiétude de beaucoup de nos compatriotes, d'être reçus, soignés dans les meilleurs délais, avec un soin de qualité, inquiétude qu'ils ont parfois ou pour leurs enfants ou pour leurs parents, et l'inquiétude, l'angoisse, la fatigue qui existe aussi chez tous les soignants. J'ai eu l'occasion d'en voir plusieurs avant les fêtes et nous avons rééchangé ce matin. Mais je sais l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé, et le sentiment au fond de passer d'une crise à l'autre. Et alors qu'on venait même de sortir du Covid, de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir en quelque sorte de ce jour de crise sans fin, avec l'idée qu'il n'y a pas de perspective. Et donc, je nous souhaite collectivement d'y répondre. Est-ce que ça va suffire pour calmer le corps hospitalier, selon vous ? Alors probablement pas, tout bêtement parce qu'on a une situation qui s'est enquistée depuis des années. Les erreurs qui sont payées aujourd'hui sont des erreurs qui ont été faites à la charnière des années 90 et 2000. Depuis, on a une situation qui évidemment
n'a fait qu'empirer, avec qui plus est des crises aiguës, notamment la Covid. Donc là, Emmanuel Macron a annoncé 2 types de mesures, des mesures d'urgence à très court terme, mais il faut voir qu'à moyen terme, la situation ne va pas s'arranger. Oui, d'ailleurs, beaucoup de professionnels réclament des mesures à moyen terme, à long terme. Mais il y a des mesures à long terme qui ont été annoncées. On parlait tout à l'heure de la modification. Vous avez également la question du rapport entre d'un côté opérationnel, de l'autre bureaucratie, etc. Il y a des choses qui ont été lancées. Le problème, entre guillemets, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elles ont été lancées, encore une fois. Emmanuel Macron fait référence, notamment dans ce discours, à l'agenda 2022, qui a été lancé en 2018. On voit qu'il y a eu beaucoup de frustrations, beaucoup d'attentes non résolues. Donc là, il va vraiment y avoir une nécessité de suivi. Il essaye justement, selon vous, il essaye de rattraper ce qui s'est fait dans le passé ou ce qui ne s'est pas fait dans le passé, Emmanuel Macron? En réalité, il y a des choix qui ont été des choix assez malheureux. On a voulu, grosso modo, jouer un peu les cost-killers, investir uniquement sur la technologie de pointe et passer au tout ambulatoire. On voit que pour l'hôpital, ça n'a pas marché. On a jugé également qu'il y avait trop de généralistes. Donc, on a poussé à la fin des années 90, notamment, des généralistes à prendre leur retraite anticipée. Tout ça, ce sont des politiques qui ont été malheureuses. Le problème, c'est que si vous voulez changer de pied, et aujourd'hui, le constat est assez universellement fait, il faut changer de pied, ça ne prend pas 10 ans. Ça ne prend même pas 20 ans, ça en prendra probablement beaucoup plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut former ces personnels, il faut qu'ils rentrent ensuite sur le marché du travail, et qui plus est dans une situation où la population vieillit, où les besoins de soins sont de plus en plus diversifiés. Donc même si Emmanuel Macron prend des mesures aujourd'hui, elles ne payeront que dans 20 ans. Et puis il y a une question de salaire aussi. Alors il y a une question en effet de salaire, et notamment de prix de la consultation pour les généralistes. Donc là on voit qu'il y a une nécessité d'investissement massif, et la question aujourd'hui de l'investissement dans les grands services publics, hôpital, justice, etc., est une question qui devient prégnante pour l'État, parce que là aussi, depuis la fin des années 90, on a cherché à faire des économies. Il est probable que ces économies nous coûtent plus cher aujourd'hui en termes de reconstruction des services publics que nous n'en avons fait en les laissant quelque peu se déliter. Mais actuellement, on n'a guère le choix. Bon, Benjamin Morel, il y a un autre dossier explosif ces jours à venir. C'est la réforme des retraites qui sera discutée dès mardi au Parlement. Voilà qui annonce des débats houleux et agités, on peut le dire. L'exécutif envisagerait désormais de fixer à 64 ans l'âge légal de départ à la retraite en 2032 et non plus à 65 ans. Regardez. À 2 jours de la présentation de la réforme des retraites, d'après nos informations, 64 ans serait le nouvel âge légal envisagé par le gouvernement. Moi, ça me semble pas exagéré, en fait. 64 maintenant, ça dépend du métier. Il y a tellement de paramètres que... Mais sur le principe, je vois pas vraiment le problème. J'espère qu'il repoussera toute sa réforme, parce que la retraite, elle devrait être à 60 ans. Et même, pourquoi faire travailler des vieux travailleurs, alors qu'il y a des tas de jeunes qui sont au chômage? Travailler plus longtemps, mais aussi cotiser davantage. Si la réforme passe dès cet été, il faudrait cotiser un trimestre de plus par an pour arriver à 43 ans pour les travailleurs nés à partir de 1965. Les syndicats s'opposent à tout report de l'âge légal de la retraite. Laurent Berger a lancé cette semaine un avertissement au gouvernement. Si, et je l'ai dit à la Première ministre, s'il y a un report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ou 65 ans, la CFDT se mobilisera pour contester cette réforme. Pour faire passer la réforme, le gouvernement prévoit de rehausser le niveau des petites retraites. 85% du SMIC pour une carrière complète, soit 1 200 €. A priori, seuls les futurs retraités pourraient bénéficier de cette revalorisation. L'important, c'est de garantir aux Français qu'ils pourront continuer à bénéficier d'une retraite dans un système par répartition, et tous les Français y sont attachés, et qu'ils puissent bénéficier d'une retraite digne. C'est pour ça qu'on veut les revaloriser. Sans majorité absolue, le gouvernement espère pouvoir compter sur les Républicains pour faire passer sa réforme. Et justement, Éric Ciotti, le président des Républicains, affirme dans le journal du dimanche d'aujourd'hui que son groupe est prêt à voter le texte du gouvernement. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'exécutif. C'est plutôt une bonne nouvelle, mais attention, il y a loin de la coupe aux lèvres, parce que Éric Ciotti met également un certain nombre de conditions. Par ailleurs, il n'est pas certain... Oui, il va pas prendre le texte comme ça. Exactement, c'est-à-dire que, grosso modo, ce que dit LR, c'est on va proposer des amendements, et si jamais les amendements sont adoptés, à ce moment-là, on verra pour voter le texte. Le problème, c'est que pour le gouvernement, c'est extrêmement dangereux pour 3 types de raisons. La première raison, c'est que LR ne vote pas toujours dans un même sens. Aurélien Pradié, qui lors de l'élection du président de LR a dit qu'il ne voterait pas la réforme, ne va pas tout d'un coup changer d'avis parce que Éric Ciotti le lui demande. Donc on sait qu'aujourd'hui LR n'est qu'assez peu présent en séance.
Or, si vous n'utilisez pas de 49 alinéa 3, si vous avez 10 personnes en séance, il vous en faut 6. Donc l'important n'est pas que théoriquement LR vote, mais que LR vienne réellement voter en séance. Ça, c'est pas évident. L'autre élément, eh bien, c'est que si jamais vous avez une absence de 49 alinéa 3 sur cette réforme, ça veut dire qu'il y a des amendements qui vont pouvoir passer. Que ces amendements ne seront pas tous du goût du gouvernement, mais qu'il sera contraint au bout du compte de les assumer, ce qui crée une insécurité pour le gouvernement sur le texte. Elisabeth Borne, elle n'a aucun intérêt à faire passer cette réforme avec le 49.3. Elle va tout faire pour l'éviter. Pas forcément, parce qu'on voit aujourd'hui que c'est un PLFSS rectificatif. C'est un peu technique, mais... Mais pour les Français, qu'est-ce qu'on leur envoie comme signal si on le passe avec le 49.3 ? Vous savez, le vrai problème dans le cadre d'une réforme, quelle qu'elle soit, lorsque vous avez des manifestations, etc., c'est pas tant la procédure pour un gouvernement. Le vrai problème pour un gouvernement, c'est le temps. En réalité, les grands moments d'obstruction qui ont fonctionné, ils ont toujours 3 piliers. Une majorité qui se divise, la majorité est à la fois relative et un peu explosée façon puzzle. De l'autre côté, une opposition qui sait faire de l'obstruction. Et là, si vous voulez y couper court, il n'y a que le 49 alinéa 3. Et de l'autre, une rue qui se mobilise. Si jamais vous avez une mobilisation monstre et des grèves importantes, mettre fin à l'examen parlementaire pour le gouvernement est la stratégie la plus intelligente, même si évidemment elle apparaît très violente. Pour en revenir à Éric Ciotti, est-ce que selon vous c'est un baptême du feu qui va être particulièrement surveillé pour le nouveau patron des Républicains ? Oui, parce qu'en effet, tout à l'heure je disais, ce groupe est assez déstructuré, c'est-à-dire que LR ne vient qu'assez peu voter en séance, et quand les LR votent, ils votent en ordre dispersé. Si vous voulez rentrer dans une négociation avec le gouvernement en disant LR compte, et donc demain, si vous négociez avec nous, vos textes pourront ou pas passer avec un 49 alinéa 3, il faut que vos députés vous suivent. S'ils ne vous suivent pas, s'ils votent en ordre dispersé, vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, vous n'avez aucune valeur pour le gouvernement. Donc si Éric Ciotti échoue à mettre de la cohérence dans son groupe, eh bien, son jeu parlementaire va être très très troublé. Il y en a d'autres qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu dans ce dossier. Ce sont les syndicats. Ils sont déjà vent debout contre cette réforme. Ils vont tenter de mobiliser la rue. Est-ce que, à votre avis, ça peut être l'étincelle qui embrase le pays, cette réforme, si les syndicats essayent de pousser ? C'est assez possible, et pas tant au regard des manifestations de rue en réalité, qu'au regard des grèves. C'est-à-dire, si vous prenez c'est ça le risque, parallèle, vous pensez ? Grève massive ? C'est ça. Si vous regardez ce qui s'est passé en 2019-2020, vous voyez que vous avez les plus longues grèves de l'histoire, dans des secteurs qui sont des secteurs, enfin de l'histoire de la 5e en tout cas, dans des secteurs qui sont des secteurs clés, qui sont des secteurs bloquants. Parce que si beaucoup de professions font grève, eh bien au bout du compte, il ne se passera pas grand-chose. Mais si dans les transports, vous avez des grèves, à ce moment-là, ça devient extrêmement problématique. Des grèves soutenues par l'opinion, c'est le scénario cauchemar pour le gouvernement. Et malheureusement, actuellement pour le gouvernement, on voit dans les enquêtes d'opinion qu'il y a une grande stabilité, qu'il y a des capacités de blocage et des syndicats qui, quand même ils voudraient négocier, sont dépassés par leur base. Et donc ce scénario de grève structurelle soutenu par l'opinion, ça apparaît le plus probable. Hier, il y a eu une manifestation de Gilets jaunes à Paris. Il n'y a pas eu grand monde, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Si les Français descendent dans la rue, en plus des grèves, ça peut relancer le mouvement des Gilets jaunes, selon vous ? Il n'est pas certain. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui, historiquement, est quand même très situé. C'est un mouvement des inaudibles. C'est un mouvement qui, plus est, de revendications qui ne sont pas vraiment pris en compte par les corps intermédiaires traditionnels, que ce soit les syndicats ou que ce soit les partis politiques. La question du pouvoir d'achat, qui est le gros problème aujourd'hui, l'éléphant au milieu de la pièce, eh bien, cette question du pouvoir d'achat, elle est quand même très investie par les partis politiques et les syndicats. De l'autre côté, la réforme des retraites, on a vu que les syndicats avaient encore là-dessus le vent en poupe en 2019-2020. Donc là, l'idée d'un mouvement spontané qui dépasserait ces corps intermédiaires apparaît moins évident. Ce qui, en revanche, est très probable, c'est des bases syndiquées, des bases militantes qui dépassent les appareils et les forcent à se positionner. Pour conclure sur ce dossier santé, retraite, on voit Emmanuel Macron et le gouvernement, ils mettent le turbo. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux quand même de s'attaquer à ces deux énormes dossiers actuellement ? C'est pour le moins ambitieux et pour ne pas dire extrêmement dangereux pour le gouvernement, parce que très ça passe ou ça casse en gros. Ça passe ou ça casse, et en pleine crise du pouvoir d'achat, il faut bien réellement poser cette base-là. En pleine crise du pouvoir d'achat, avec un panier de la ménagère qui, sur les produits de base, a augmenté de 15%, eh bien, lancer une réforme des retraites, c'est évidemment inflammable. Il y a des contraintes politiques, il y a des contraintes également en termes de gages donnés à Bruxelles, dans une situation où les conditions du prêt se resserrent, mais malgré tout ces conditions-là qui ne sont pas tout à fait audibles pour l'opinion, eh bien, elles apparaissent comme étant assez légères
au vu du champ de mines qui se présente devant le gouvernement. Il nous reste quelques minutes seulement pour aborder 3 autres thématiques. La France insoumise, ça sera la première. Une France insoumise un peu moribonde actuellement. Manuel Bompard désigné coordinateur de LFI à l'unanimité cette semaine, mais en même temps plusieurs figures du parti qui décident de faire un petit peu bande à part. Qu'est-ce qui se passe actuellement au sein de la France insoumise? Vous avez une reprise en main par Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'on a vu que Jean-Luc Mélenchon s'était extrait de l'Assemblée nationale. La stratégie en vue de 2027 est d'avoir un Jean-Luc Mélenchon qui s'extrait de la fourmilière de l'Assemblée nationale et apparaisse comme étant cette force d'union, cette capacité au sein de l'Institut de la Boétie à incarner à la fois la sagesse et l'avenir de la gauche. Bon, ça implique du coup de lâcher du lest sur les troupes qui aujourd'hui sont beaucoup plus nombreuses. Et on voit qu'aujourd'hui, notamment sur l'affaire Quatennens, ça a pu renacler. La volonté de Jean-Luc Mélenchon, c'est de garder la maîtrise de l'appareil. Mais il va y arriver parce que Clémentine Autain, Alexis Corbière ou encore François Ruffin, écartés de la direction du parti, qui vont tenir un meeting commun le 16 février, qui n'a rien à voir avec la France insoumise de manière directe, ça sent un peu la scission, non? Ça sent un peu la scission, mais si vous voulez, en politique, vous avez besoin de 2 ressources, de l'argent et, en France, on peut le regretter avec le présidentialisme, une figure présidentiable. Jean-Luc Mélenchon fait 20%. Clémentine Autain, François Ruffin, pour l'instant, sauf modification du paysage politique, ça fait moins de 5%. Donc le leader, entre guillemets, charismatique, il est là et Jean-Luc Mélenchon a mis en place la situation qui fait qu'aujourd'hui, les finances sont quand même bien tenues par la direction. Le Parti socialiste, il peut en profiter un petit peu de ces bisbilles à la France insoumise? Alors pas réellement, parce qu'en réalité, aujourd'hui, la position du Parti socialiste est difficile. C'est-à-dire que le grand enjeu du Congrès, c'est NUP ou pas NUP. La question de rester dans la NUP est aujourd'hui majoritaire parmi les députés, tout bêtement parce que si la NUP explosait, Emmanuel Macron aurait une vraie possibilité de dissolution. Parce que les circonscriptions NUP, qui sont aujourd'hui des fiefs électoraux pour la NUP, deviendraient extrêmement prenables par la majorité. Donc les députés PS savent très bien que, en cas de ligne anti-NUP, eh bien, c'est probablement leur siège qui est menacé. De l'autre côté, vous avez une base qui ne comprend pas tout à fait la situation à l'AFI et qui, du coup, s'éloigne de la NUP. Arriver à conjuguer ces contraires à la veille d'un congrès, eh bien évidemment, c'est un poison lent pour le PS. Justement, pour terminer, le PS doit élire fin janvier son premier secrétaire. Ce vendredi, il y a eu un débat sur France Info entre les 3 candidats, Olivier Faure, Hélène Geoffroy et Nicolas Maillé-Rossignol. Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce débat? Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Donc, ce qui montre que le Parti socialiste, aujourd'hui, plus tout à fait ce parti structural de la vie politique française, même si, qui sait, demain, il peut le redevenir. Mais par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la possibilité d'une dissolution si jamais il y avait une fracture au sein de la NUP, par rapport également à cette position du Parti socialiste vis-à-vis de l'AFI, ce débat est extrêmement intéressant. Et d'une certaine façon, le fait que l'on ne s'y intéresse que peu aujourd'hui dans les médias français, dans la population française, montre que dans les lignes de faille politiques, on ne regarde pas toujours là où il faut. Les résultats du prochain vote PS sur le premier secrétaire vont être assez déterminants pour les prochaines années et pour la vie politique française et les équilibres à l'Assemblée. Merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir commenté cette semaine politique et d'avoir fait le tour des dossiers chauds, on l'a compris, à venir pour les jours à venir. Merci beaucoup Benjamin. Merci à vous.